On va parler d'économie collaborative et puis bien sûr de confiance à l'heure du numérique. On va écouter une première question qui ne concerne pas encore les blockchains. On écoute. J'ai vu qu'une chanteuse cherchait de l'argent sur Internet pour faire un clip. Comment ça marche ? Ah, je ne sais pas s'il y a une idée derrière la tête, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding, je crois. Absolument. Olivier Arouillat, répondez donc à la demoiselle. En fait, l'économie collaborative, c'est donner accès à des financements à des gens qui n'ont pas accès au financement bancaire, tout simplement, du fait de contraintes réglementaires nouvelles qui font que les banques ont plus de difficultés à financer, ou du fait d'une appréciation du risque qui fait qu'on est un peu plus frileux. Quand on a un projet entrepreneurial ou artistique, comme le site Alice, il faut beaucoup s'investir et parfois il faut des moyens financiers significatifs pour atteindre l'objectif. Et les plateformes collaboratives ont été inventées pour mettre en relation des gens qui croient en ce projet, qui ont envie de le soutenir et de l'accompagner. Ces participations peuvent se faire sous forme de dons, sous forme de prêts ou sous forme d'investissement, avec, dans tous les cas, un retour attendu. Alors, ça se développe à grande vitesse. Il existe des tas de plateformes totalement spécialisées. L'une des plus connues est My Major Company, justement pour financer les nouveaux artistes musicaux. Et il y a de nombreuses possibilités de collaboration qui naissent avec le secteur bancaire. On n'est pas dans une concurrence. D'une part, aujourd'hui, les montants restent relativement modestes. On parle au total de 275 millions d'euros en 2015 qui ont pu être redistribués. D'autre part, il y a un certain nombre de clientèles que la banque ne peut pas adresser, au-delà des questions de risque, mais également pour des questions de coûts de traitement. Et donc, des sous-traitances peuvent effectivement se mettre en place avec ce type d'organisme. Un exemple, aux États-Unis, JP Morgan, pour les crédits aux entreprises de moins de 250 000 $, a intégralement sous-traité la distribution à une plateforme collaborative. Demain, on peut imaginer que les banques agissent en amont et en aval de ces plateformes collaboratives. En amont, en tant que courtier, pour orienter une partie de leurs clients à la recherche de placements un peu plus performants, ou inversement, des prospects ou des clients qui chercheraient des financements auxquels ils ne pourraient avoir accès dans le système bancaire traditionnel, vers ces plateformes. Donc un rôle un petit peu de courtier. Mais on peut également imaginer qu'elles interviennent pour aider ces plateformes à se structurer, à se développer, en apportant de l'expertise, notamment en matière de gestion des risques, mais également en matière de sécurité des fonds, de traçabilité, pour respecter un minimum de transparence. Ce qui manque aujourd'hui probablement au secteur de la finance collaborative pour exploser, comme a pu le faire Uber par exemple ou Airbnb, je pense que c'est une question de confiance. Et les banques peuvent apporter ce rôle de tiers de confiance pour aider les établissements, les plateformes à grandir vite et bien. D'ailleurs, certains établissements ont intérêt, et l'ont compris, à créer leur propre plateforme collaborative. L'exemple de, par exemple, Cocorico, créé par la Banque Populaire des Alpes. Et beaucoup d'initiatives associent les établissements bancaires traditionnels et les plateformes collaboratives. On peut citer WeSeed avec le crédit coopératif, ou même Crédit.fr, qui travaille en étroite relation avec les banques pour finaliser des levées de fonds pour un certain nombre de PME qui cherchent, notamment dans le domaine de l'immatériel ou des projets un peu plus risqués. Donc finalement, c'est un territoire de collaboration nouveau qui va permettre de se détourner en partie des contraintes prudentielles et d'exporter un peu les savoir-faire acquis dans le secteur bancaire pour créer de nouveaux espaces de conquête et adresser, un peu comme ça peut être le cas dans le microcrédit dans certains pays, une nouvelle demande, de nouveaux projets en prolongement de ce qui est fait naturellement, une sorte de nouveau venture capital. Merci, monsieur Arouillat. On va écouter une autre question.
C'est quoi une blockchain? Monsieur Denis, vous avez gagné le gros lot, donc la question à 100 balles. J'ai l'impression que je suis sur le spot, oui, là, tout à coup. Ça, Damien, c'est super sympa. Ah, il triche un peu parce qu'on a répété tous les deux pour une autre petite vidéo, donc Tout à fait. il va être tout à très fait. pédagogique. Mais en fait, la vidéo précédente, c'était 1 minute. Donc là, j'ai quand même 3 fois plus de temps, donc on va réussir à le faire. Cher Damien, historiquement, si on voulait faire une transaction ensemble, il fallait en effet qu'on puisse se mettre d'accord sur cette transaction. Et en général, on avait un tiers de confiance au milieu qui était entre nous deux pour assurer le bon déroulé de cette transaction. Qu'est-ce que la blockchain? La blockchain apporte, en fin de compte, la désintermédiation des tiers de confiance. Elle l'apporte comment? Elle apporte, en fin de compte, en mettant en fin de compte un réseau, dans le cas du Bitcoin blockchain principalement, elle apporte en fin de compte un réseau d'ordinateurs distribués sur lesquels, en fin de compte, ces ordinateurs vont héberger le grand livre des transactions que nous aurions pu faire ensemble. Ce grand livre des transactions, il va être répliqué sur l'ensemble de ces ordinateurs distribués et il va être sécurisé par des mécanismes cryptographiques. Donc ça, on aura une autre explication un peu plus tard dans le calcul codé, etc. Et les transactions, en fin de compte, elles vont être validées. Elles vont être validées par qui? Par le réseau, avec des mécanismes de consensus, c'est-à-dire les ordinateurs vont avoir des logiciels qui vont permettre de dire « nous sommes d'accord, cette transaction est une bonne transaction et on la valide ». Elles vont être intégrées dans un bloc, et ce bloc, en fin de compte, il va être chaîné aux autres blocs pour, en fin de compte, faire une blockchain. Une fois qu'on a dit ça, l'ensemble de l'historique de ces transactions est totalement, encore une fois, stocké et distribué sur chacun des ordinateurs, afin d'augmenter, en fin de compte, la résilience et la solidité de ce réseau. Et il n'est pas possible de supprimer ou de modifier une transaction qui va se retrouver, en fin de compte, sur ce grand livre, partie intégrante de la chaîne de blocs. Une question naïve, pourquoi avons inventé ça? C'est une excellente question. Bon, ces principes, donc je continue mon script, donc ces principes ont été mis en place en 2009 sur la partie Bitcoin blockchain, sur des principes de cryptocurrencies, donc crypto-monnaie, qui n'avaient plus besoin forcément de faire référence aux banques. Ces principes, alors bien sûr, il y a la Bitcoin a généré un certain intérêt, mais en fin de compte, le protocole derrière, qui s'appelle la blockchain, a encore généré plus d'intérêt. Puisqu'en 2015, le Economist a titré sur la première page The Trust Machine, en parlant du coup de cette fameuse blockchain, de ce protocole blockchain. Et on peut voir qu'à partir de ce moment-là, sur Google Search, il y a eu une augmentation radicale du nombre d'interrogations qui ont lieu sur le sujet. Et c'est là où on a vu en fin de compte une augmentation en fin de compte de l'intérêt des banques et des institutions financières. Et aujourd'hui, on peut constater qu'il y a à peu près 4 grandes tendances dans le monde financier. D'une part, les consortiums. Donc il y a un certain nombre de banques qui se mettent ensemble. On peut citer R3, qui est un consortium américain dans lequel aujourd'hui il y a 42 banques et 60 institutions financières qui se sont mis ensemble pour discuter de ce que pouvait faire la blockchain pour le monde financier, en travaillant sur des prototypes, sur des proof of concept, et aussi pour créer un nouveau protocole qui va servir en fin de compte au monde de la finance, qui s'appelle Corda. En France, il y a une autre initiative qui s'appelle LabChain, dans laquelle il y a à peu près une vingtaine d'acteurs, initiés par la CDC, qui regroupe à la fois des acteurs bancaires, des acteurs de l'assurance, des fintech, ainsi que des universitaires, pour travailler en fin de compte sur ces sujets aussi de blockchain. LabChain est un think tank doudou tank, et on constate qu'il y a déjà un certain nombre de proof of concept qui ont été réalisés par ces acteurs, à la fois techniques, mais aussi métiers, sur différents sujets. Le second, en fin de compte, c'est des sociétés commerciales qui se sont positionnées dans ces domaines. On peut citer Digital Asset Holdings, qui, dans le cadre de ces réflexions,
est en train de regarder comment tout ce qui est les systèmes de l'Australian Stock Exchange peuvent être remplacés avec des technologies blockchain. Donc c'est quand même en effet des choses qui sont assez fondamentales. Il y en a d'autres. Le troisième, c'est les banques. Les banques qui font des explorations, je dirais, à la fois dans les consortiums, de manière assez collaborative, mais aussi des explorations, je dirais, à titre individuel, en associant aussi leurs clients à leurs réflexions. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est à la fois on travaille entre nous, mais aussi on travaille aussi avec nos clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour réimaginer ce que la chaîne de valeur pourrait être demain en utilisant ces technologies blockchain. Le dernier point, c'est aussi les banques centrales. Certaines banques centrales ont travaillé sur les digital fiat monnaie, c'est-à-dire comment modéliser, en fin de compte, de l'euro, du canadien dollar sur une blockchain et comment assurer son échange et sa circulation. C'est fait par la Bank of Canada avec certaines banques canadiennes, c'est des réflexions en Suède. On a aussi la Banque d'Angleterre qui veut réimaginer son real-time gross settlement system, donc ça on en parlera un peu plus tard aussi, parce que en utilisant des technologies blockchain. Ces sujets, en fin de compte, on voit qu'ils sont très très divers et très très variés. Ils sont encore assez récents quand même. Les technologies blockchain ont démarré en 2009. Il y a beaucoup, je dirais, d'activités sur ces sujets-là. Il y a un certain nombre de brillants cerveaux qui travaillent sur les protocoles de demain. Encore beaucoup de choses restent à faire. La place de Paris doit se positionner sur ces sujets-là. La loi votée sur les mini-bons est un bon exemple, parce qu'en fin de compte, le régulateur a fait un pas significatif en disant les mini-bons issus des activités de crowdlending peuvent être mis sur une blockchain. Pourquoi ils peuvent être mis sur une blockchain? Parce que ce ne sont pas des instruments financiers. Crowdlending, Crowdlending, c'est en fin de compte c'est quoi? C'est la demande de prêt participatif, la demande d'argent en termes de prêt participatif. Voilà. Et en fin de compte, il y a un certain nombre, en effet, de projets qui commencent à être lancés sur la place de Paris, qui soient en POC ou qui soient aussi bientôt en mise en production, tels que le crowd equity, sur lesquels, en effet, il y a aussi des possibilités de mettre ce type d'activité sur une blockchain et qui va être mis en production incessamment sous peu par BNP Paribas. Merci Monsieur Denis, on passera de la réponse complète à Damien donc pour voir s'il a tout bien. Voilà, vous aurez le texte.